Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, si vous avez déjà vu tous les films du MCU ainsi que les comics qui y sont liés, vous n'apprendrez rien sur le personnage. Donc ne venez pas commenter en disant « Oui, mais ce que tu fais, c'est juste leur dire ce qu'il y a dans les films ». Bravo Nathaniel, tu viens de comprendre le concept de la chaîne. Et oui, car vu que tu n'es pas le centre du monde, tu viens d'apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu tous les films et séries du MCU et ou qui ont la flemme de les regarder vu qu'il y en a énormément. Sans compter tous les gens qui ont certes déjà tout vu, mais qui aiment tout simplement se replonger dans l'histoire du personnage. Donc ne perds pas ton temps à venir critiquer comme un débile en commentaire, vu que ce sera supprimé, et clique plutôt sur le pouce rouge, ça fait gonfler mes analytics et ça permet la croissance de ma chaîne. Et pour les autres, merci d'être là et bonne écoute. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du multivers dans le MCU et aujourd'hui nous replongerons dans l'histoire du personnage de Steve Rogers alias Captain America dans un nouvel épisode de Focus de personnage. Tout commença le 4 juillet 1918 lorsque Stephen Grant Rogers naquit de l'union de Sarah et Joseph Rogers à Brooklyn. L'enfance du jeune garçon fut paisible, bien qu'il n'ait jamais connu son père puisque tué lors de la Première Guerre mondiale. Les premières péripéties du jeune Stephen ne démarrent cependant qu'en 1930, à l'âge de 12 ans, alors qu'il se fait tabasser par un groupe de plusieurs personnes et qu'un autre enfant de son âge s'interpose pour le défendre. Cet autre enfant se présentera alors comme étant James Buchanan Bucky Barnes, et les deux ne tardèrent pas à devenir meilleurs amis. En 1932, Steve rentra à l'école George Washington à Brooklyn et il y étudia jusqu'en 1936. C'est d'ailleurs lors de cette dernière année que Sarah, sa mère, succomba à la tuberculose et fut enterrée à côté de Joseph, son mari. Après l'enterrement, Bucky proposa à Steve de rester chez lui le temps qu'il trouve un travail pour se payer un endroit dans lequel il pourrait vivre, mais Steve refusa en lui disant qu'il pouvait se débrouiller seul. Mais voyant Steve troublé, Bucky insista en lui donnant un double de clé de son appartement et lui assura que jusqu'au bout, il serait là pour lui. L'année suivante, en 1937, ils furent tous les deux admis à l'école d'art d'Auburndale, qui se situait également à Brooklyn. Durant leur première année, les deux garçons ne cessèrent de passer leur temps ensemble. Au cours de l'un de leurs voyages en vacances, en partant d'une plage, ils durent retourner à Brooklyn à l'arrière d'un camion frigorifique, car Steve avait dépensé tout l'argent de leur billet de train pour s'acheter des hot dogs. Une autre fois, alors qu'ils étaient ensemble à Coney Island, Bucky réussit à convaincre Steve de monter dans le Cyclone, un manège de montagne russe, et ce, malgré la réticence de ce dernier. Un an plus tard, en 1938, durant leur cours d'art, Barnes et Rogers apprirent que les États-Unis d'Amérique allaient rejoindre la Seconde Guerre mondiale. Dans un profond élan de patriotisme, les deux comparses décidèrent de rejoindre l'armée américaine pour combattre l'Allemagne nazie. Dans cet objectif, Bucky entraîna Steve pendant 2 semaines au Goldie's Boxing Gym, et après cela, ils se rendirent à un centre de recrutement et d'intronisation américain à New York, mais Steve fut classé 4F et rejeté du service, tandis que Bucky, lui, fut recruté. Cependant, Steve était bel et bien déterminé à s'enrôler dans les forces américaines, et pendant son séjour à New York, en décembre 1941, il tenta une nouvelle fois de s'enrôler en utilisant une fausse carte d'enrôlement, affirmant qu'il était originaire de Paramus. De nouveau, il fut jugé inapte à combattre. En 1943, Steve s'essaya à un nouveau recrutement, mais malgré son insistance auprès du médecin, il fut de nouveau classé 4F. Plus tard, il se rendit dans un cinéma local. Lors de la projection, une publicité démarra et montra les différentes façons dont les soldats et les civils pouvaient contribuer à l'effort de guerre. Un homme s'énerva contre la pub, exigeant avec mépris qu'on lance le film. Agacé, Steve se retourna en lui rétorquant de faire preuve de respect et de se taire. L'homme entraîna notre jeune homme dans une ruelle à l'arrière du cinéma pour le tabasser. Steve, pourtant incapable de se défendre en raison de son gabarit et de ses faibles capacités, refusa d'abandonner et se releva à chaque coup qu'il prit. Il leva alors un couvercle de poubelle et s'en servit comme d'un bouclier pour se défendre et lança Je ferai ça toute la journée.
Il fut finalement secouru par Bucky, qui passait par là, chassant l'agresseur de Steve de quelques coups bien placés. En le regardant, Steve constata que Bucky portait un uniforme, et ce dernier lui annonça son départ pour l'Angleterre avec le 107e régiment d'infanterie. Steve exprima sa déception de ne pas pouvoir le rejoindre, mais Bucky sourit et lui demanda de venir faire la fête pour la nuit à la Stark Expo avant son départ. Malgré son état et sa mauvaise humeur, Steve accepta et les deux hommes rejoignirent deux filles prénommées Bonnie et Connie, ce qui ne manqua pas de rendre notre héros un peu nerveux. Malgré la bonne ambiance et après une tentative infructueuse d'offrir des bonbons à Connie, Steve s'écarta discrètement du groupe pour se rendre dans un centre de recrutement et essayer une nouvelle fois de s'engager dans l'armée. Il fut retrouvé par Bucky qui voulut le convaincre de ne pas s'engager car il pourrait être arrêté pour avoir menti sur son formulaire d'enrôlement. Malgré les mises en garde, Steve insista car son désir de rejoindre son ami ainsi que l'armée était plus ardent que tout. Bucky n'insista pas et retourna danser avec les filles, tandis que le jeune homme alla passer ses examens médicaux. S'inquiétant que l'on découvre la falsification de ses papiers d'enrôlement, il changea finalement d'avis et se rhabilla pour s'enfuir en douce. Cependant, un docteur du nom d'Abraham Erskine, qui avait écouté la conversation entre Steve et Bucky un peu plus tôt, rentra dans la pièce et annonça au garçon qu'il faisait partie de la section scientifique de réserve, la SSR. Une conversation s'engagea alors entre les deux hommes. Impressionné par la mentalité de Steve et ses 5 tentatives d'intégrer l'armée américaine, Erskine décida de lui laisser sa chance et valida sa candidature. Enfin, notre héros commença sa formation militaire au sein du camp Lehigh en présence d'autres candidats. Là-bas, il y fit la rencontre de Margaret Peggy Carter, une jeune femme au sein de la SSR qui annonça la couleur en frappant un candidat qui venait de lui manquer de respect. Le colonel de la brigade, Chester Phillips, prononça ensuite un discours devant les cadets et se moqua de Steve en lui lançant qu'un homme de sa carrure ne devrait pas prendre part aux opérations. Dans ce discours fut alors mentionné pour la première fois le projet Renaissance visant à créer des soldats améliorés pour la guerre, les super soldats. Le jeune garçon n'hésita pas à donner le meilleur de lui-même et à ne jamais abandonner pendant les entraînements, malgré les moqueries et l'irrespect des autres cadets. Lors d'un entraînement, le sergent Michael Duffy annonça que le soldat qui réussirait à décrocher le drapeau du haut d'un très grand mât aurait le droit de retourner au campement en voiture avec l'agent Carter. Comme à son habitude, Steve était en arrière et bien trop épuisé pour s'essayer de grimper au mât en même temps que les autres cadets. Alors que le sergent exigea une reformation des rangs, Steve s'avança près du mât et décrocha la goupille, faisant tomber ce dernier. Il prit alors le drapeau, le donna au sergent, et devint le premier soldat de l'histoire à réussir cet exercice. Fier de lui, et devant le silence du régiment, il put monter dans la Jeep et rentrer au campement avec l'agent Carter, au déplaisir des autres recrues. Malgré la stratégie dont venait de faire preuve le jeune homme, le colonel Phillips n'était toujours pas convaincu des affirmations d'Erskine selon lesquelles Steve serait la personne idéale pour le projet Renaissance, car ses compétences physiques étaient basses, à l'instar d'autres recrues bien plus fortes et rapides. Dans le campement, le colonel lança alors une grenade factice pour montrer à Erskine qu'il fallait du cran pour la guerre. Alors que toutes les recrues se mirent à couvert, Steve se jeta sur la grenade en criant à tout le monde de s'écarter. En constatant cela, le colonel n'eut d'autre choix que de donner raison à Erskine à contre-cœur. Steve fut ensuite renvoyé dans son dortoir, le temps que la procédure pour le projet Renaissance soit mise en route dans les jours à venir. La veille du jour J, Erskine rendit visite à Rogers avec un verre d'alcool. Ce dernier demanda alors pourquoi il avait été sélectionné pour l'expérience à la place de bien meilleurs recrues. Erskine lui expliqua alors comment Hitler l'avait choisi pour créer le soldat parfait. Il a envoyé le chef de Hydra, son département de la recherche scientifique, un éminent chercheur allemand nommé Johann Schmidt. Schmidt est membre du premier cercle, et il est très ambitieux. Hitler et lui partagent la même passion pour les pouvoirs occultes et les mythes teutoniques. Il est persuadé de l'existence d'un pouvoir colossal, enseveli par les dieux, en attendant qu'un individu supérieur puisse s'en emparer. Quand il a entendu parler de ma formule, de ses applications, il a été incapable de résister. Le sérum est un amplificateur de ce que le sujet a en lui. Le bien devient meilleur, mais le mal devient pire. En lui expliquant cela, Erskine voulait faire comprendre à Steve qu'il était un homme intrinsèquement bon et que donc tout se passerait bien.
Alors qu'il lui donna son verre, Erskine reprit la boisson aussitôt, se rappelant que le jeune homme ne devait pas boire avant l'expérience. Amusés, les deux hommes se promirent cependant de partager ce verre après l'expérience. Le jour J, Steve fut escorté par l'agent Carter dans une base secrète de la SSR où devait se dérouler l'expérience. Sur la route, ils discutèrent du fait d'être pris de haut à cause de ce qu'ils étaient, lui pour son physique et elle parce qu'elle était une femme. Malgré les propos maladroits de notre héros, Peggy fut charmée par sa sincérité et ses valeurs morales. Une fois arrivé dans le complexe secret de la SSR, Erskine accueillit le jeune homme ainsi que l'agent Carter, tandis que le génie scientifique Howard Stark préparait la machinerie nécessaire à l'expérience. Après avoir installé Steve dans une capsule à rayon Vita, Erskine expliqua le déroulement de la procédure, puis fit une première injection préventive au jeune homme, tout en rassurant ce dernier. La machinerie fut ensuite activée et la capsule se referma sur Steve tandis que le sérum de super soldat lui fut administré. Bien que le traitement soit extrêmement douloureux et fasse hurler Steve, ce dernier démontra de nouveau son courage en demandant à ce que l'expérience continue malgré qu'Erskine ait demandé de tout stopper. Finalement, l'expérience s'acheva et le garçon ressortit de la capsule avec un physique totalement amélioré. L'agent Carter fut l'une des premières personnes à se précipiter vers lui et lui demanda comment il se sentait, tandis que les scientifiques et généraux se félicitaient du succès de l'expérience. L'un des spectateurs, Heinz Kruger, en réalité assassin travaillant pour l'organisation terroriste d'Hydra, profita de ce moment d'euphorie générale pour abattre le docteur Erskine avant de subtiliser la dernière fiole de sérum de super soldat et de s'enfuir avec. Grâce à ses capacités améliorées, il finit par rattraper l'assassin, mais ce dernier lui tira dessus et toucha sa cible. Pour autant, notre homme n'avait pas faibli, et s'était même redressé tout en se servant d'une portière de taxi comme d'un bouclier afin de se protéger des autres coups de feu. Kruger finit par rentrer dans un sous-marin posté en dessous des quais de la ville, mais Steve plongea et balança l'assassin hors de l'eau après avoir brisé le cockpit. Kruger brisa la fiole du sérum et mordit dans une capsule de cyanure, puis prononça Heil Hydra avant de s'éteindre. Erskine étant maintenant décédé, tout espoir de reproduire le sérum de super soldat avait disparu. On préleva tout de même des échantillons du sang de Steve et Howard Stark en récupéra un. Notre héros demanda alors au colonel Phillips la permission d'aller combattre Hydra en Outre-mer, mais ce dernier refusa et il fut à la place promu par un sénateur pour faire le tour du monde dans un costume coloré afin d'encourager les hommes à participer à l'effort de guerre. Steve accepta la proposition, ce qui le rendit célèbre dans le monde entier dès les semaines suivantes. La presse lui donna alors le pseudonyme de Captain America et il devint très vite l'incarnation même de la propagande américaine au travers des spectacles dédiés aux citoyens, à tel point que des bandes dessinées et des films le mettant en vedette virent le jour. Ce ne peut être que le Captain America qui passe la nuit jurée, chassant les poches à jamais. C'est le grand Lors d'un voyage en Europe, Steve finit cependant par être déprimé par ce travail, car son désir était avant tout de combattre sur le front, mais l'agent Carter tenta de le rassurer en lui disant qu'il était destiné à de plus grandes choses. Elle lui rappela également les raisons pour lesquelles Erskine l'avait choisi. Pendant leur conversation, un groupe de soldats blessés rentrèrent à leur campement et ils apprirent que le 107e régiment d'infanterie avait complètement été décimé lors de combats contre les forces de Schmidt. Steve se souvint alors que Bucky faisait partie de ce régiment et chercha à savoir si son meilleur ami avait lui aussi succombé. N'apprenant rien, Rogers et Carter se rendirent dans la tente du colonel Phillips et le jeune homme demanda si une mission de sauvetage pour le régiment était prévue, mais Phillips lui répondit que non, craignant que cela provoque la perte d'autres soldats.
Refusant de croire à la mort de Bucky, notre héros prit des armes ainsi que le bouclier de son costume de spectacle et partit sans aucun consentement à la recherche de son ami après avoir convaincu l'agent Carter de lui venir en aide. Howard Stark leur vint aussi en aide en les faisant voler au-dessus de Kreuzberg, en Allemagne, à plusieurs kilomètres des lignes ennemies. Après une conversation gênante entre Steve et Peggy concernant une potentielle liaison entre cette dernière et Stark, leur avion fut attaqué par des canons ennemis. Dès que j'aurai sauté, faites vite demi-tour et rentrez à la base. Vous n'avez pas le droit de me donner des ordres. J'ai tous les droits. Je suis capitaine. Une fois au sol, Captain America se faufila à l'intérieur d'un camion de transport d'Hydra, élimina les gardes à l'intérieur et parvint à s'infiltrer dans la forteresse appartenant à Johann Schmidt. Avançant dans l'installation et neutralisant plusieurs gardes à l'aide de son bouclier, il finit par localiser une cellule dans laquelle des soldats américains étaient emprisonnés. Alors qu'il les libéra et que l'un d'eux lui demanda qui il était, Steve répondit qu'il était Captain America. Une fois libéré, le héros s'entretint avec les prisonniers, dont Dum Dum Dugan et James Montgomery Falsworth, afin de planifier leur évasion. Alors que Dugan et les autres soldats combattirent des soldats d'Hydra, le capitaine poursuivit ses recherches et finit par retrouver Bucky enchaîné et dans un état second. Il le libéra et récupéra au passage une carte du monde sur laquelle étaient désignées comme cible d'attaque les villes de New York et de Berlin. Alors que l'installation commença à exploser et tomber en ruine, Captain America et Bucky finirent par tomber sur Johann Schmidt, tentant lui aussi de s'échapper avec un certain Arnim Zola, un scientifique travaillant pour lui. Schmidt se réjouit alors de rencontrer le capitaine et provoqua ce dernier, les amenant à se confronter. Zola stoppa cependant le combat en rétractant le pont sur lequel les deux hommes se trouvaient, et Schmidt arracha sa prothèse de visage pour dévoiler sa véritable apparence, qui lui valut par la suite le pseudonyme de Crâne Rouge. Alors que ce dernier et Zola prirent la fuite, Bucky et le capitaine parvinrent à sortir du complexe en compagnie des autres soldats américains avec de l'équipement appartenant à Hydra. La radio du capitaine n'était cependant plus fonctionnelle, ce qui contraint tout le groupe à rentrer à pied à la base. À leur arrivée, le capitaine demanda au colonel Phillips de donner des soins médicaux aux hommes, puis lança qu'il était prêt à assumer les conséquences de ses actes. Mais Phillips lui répondit que ça ne serait pas nécessaire car ses actions avaient permis le sauvetage de plus de 400 vies. Captain America fut ensuite acclamé à la demande de son ami Bucky, et les actions du héros ne tardèrent pas à faire la une des journaux. Le gouvernement le récompensa immédiatement par une médaille du mérite, et sans le vouloir, il devint une icône encore plus forte qu'il ne l'était déjà auprès du peuple américain. Steve se rendit ensuite en Angleterre, où il donna à l'agent Carter les informations qu'il avait récupérées sur Hydra lors de son excursion. On suggéra alors la nécessité de donner une équipe au capitaine pour revenir sur les lignes du front de la guerre, mais Rogers expliqua qu'il avait déjà commencé à en mettre une en place. Parmi les recrues, on pouvait compter certains prisonniers qu'il avait libérés, comme Dum Dum Dugan, James Montgomery Falsworth ou encore Jim Morita. L'équipe de Captain America fut alors baptisée les Commandos Hurlants. Alors que les hommes fêtèrent la naissance des commandos, Steve demanda à Bucky de le rejoindre pour combattre Hydra, requête que son ami accepta sans hésiter. Leur discussion fut cependant interrompue par l'agent Carter, qui informa Steve qu'Howard Stark aimerait tester du matériel avec lui. Alors que Peggy faisait un peu de grain à Steve, Bucky tenta d'inviter la demoiselle à danser, mais elle et Steve, ne cessant de se dévorer du regard, elle refusa subtilement les avances de Bucky avant de s'en aller. Le lendemain matin, alors que notre héros était à la recherche de Stark, une jeune femme du nom de Lorraine l'interpella et le dragua avant de l'embrasser. Peggy débarqua au même moment et, furieuse, elle réprimanda Steve. Ce dernier se défendit tant bien que mal et finit par lui rétorquer que lui ne disait rien quand il s'agissait d'elle et de Stark. Les deux hommes finirent par se rejoindre et Stark s'amusa de la situation du capitaine. Au cours de leur entretien, le milliardaire lui présenta une nouvelle tenue et des armes à utiliser dans certaines situations. Notre héros s'arrêta cependant sur un bouclier fait de vibranium et capable de résister à quasiment n'importe quel dégât. Je crois que le capitaine a d'autres obligations à honorer. Qu'est-ce que vous en dites?
Ça a l'air efficace. De la fin de l'année 1943 jusqu'au début de l'année 1944, Captain America et les Commandos Hurlants parcoururent l'Europe pour combattre Hydra et leurs avant-postes. Au cours de ces batailles, Captain America devint peu à peu un chef militaire expérimenté et accompli. Lors d'un reportage visionné par le colonel Phillips et l'agent Carter, le caméraman filma avec insistance la boussole du capitaine contenant une photo de Peggy, ce qui ne manqua pas d'amuser le colonel. Arrivé à l'hiver en fin d'année, le nombre d'hommes secourus par Captain America s'était élevé à plus de 600, et Steve finit par rencontrer une figure connue de la Seconde Guerre mondiale, le général Dwight Eisenhower. Un échange de rires entre les deux hommes fut brièvement filmé, et l'image devint un symbole fort pour l'Amérique. Toutes les actions de Captain America pendant la guerre finirent bien évidemment par irriter Crâne Rouge, car elles avaient retardé de manière considérable ses projets. Arrive alors l'année 1945, dans une mission contre Hydra, où le capitaine et ses commandos hurlants avaient pour objectif de capturer Arnim Zola, le bras droit de Crâne Rouge. Une fois infiltrés dans le train dans lequel Zola se trouvait, Captain et Bucky parcoururent discrètement les wagons à la recherche de leur cible. Ils furent cependant pris en embuscade par plusieurs soldats d'Hydra, parvinrent à se débarrasser d'eux sans trop de soucis, mais malheureusement, un autre soldat ennemi débarqua et provoqua une explosion, expulsant Bucky hors du train et l'obligeant à s'agripper tant bien que mal à la porte, au-dessus du vide et à une grande vitesse. Captain America élimina le soldat, mais n'arriva pas à sauver son meilleur ami, qui finit par chuter dans un ravin, le laissant présumé mort. Zola fut tout de même capturé et ramené à la SSR à Londres. Après la perte de son ami le plus cher, Steve tenta par tous les moyens possibles de se saouler pour pleurer la mort de son ami, mais le sérum de super soldat présent dans son sang empêchait l'alcool de faire effet. Peggy se joint à lui et voulut le réconforter en lui disant que la mort de Bucky n'était pas de sa faute, mais Steve se rejeta quand même la faute, promettant de ne jamais s'arrêter avant d'avoir vaincu Hydra et Crâne Rouge. Peggy lui répondit alors qu'il ne serait pas seul dans ce combat. Après l'interrogatoire de Zola par le colonel Phillips, l'armée apprit qu'Hydra comptait lancer un assaut d'envergure sur l'Amérique en utilisant des armes issues des expérimentations de Crâne Rouge sur un mystérieux artefact cosmique nommé le Tesseract. Steve, Howard Stark et les autres membres des Commandos Hurlants conçurent alors un plan pour pénétrer le QG principal d'Hydra et lancer un assaut avec l'armée américaine. Le 5 février 1945, le plan fut mis en action et Captain America se rendit d'abord seul au QG d'Hydra, équipé d'armes améliorées par Stark et chevauchant une moto. Une fois à l'intérieur du QG, notre héros se battit contre plusieurs soldats ennemis, mais il finit par se faire encercler, arrêté, puis conduit à Crâne Rouge. En échangeant sur Erskine et le sérum de super soldat, Crâne Rouge finit par violenter le capitaine et tenta de l'abattre d'une balle dans la tête, mais les commandos hurlants débarquèrent et sauvèrent leur leader. Dans le chaos, Crâne Rouge réussit à fuir, mais poursuivi de près par Captain America, rejoint quelques instants plus tard par l'agent Carter. Alors que le leader d'Hydra décolla du QG à bord de son avion bombardier appelé le Valkyrie, le colonel Phillips débarqua à bord du véhicule personnel de Schmidt pour aider le duo à rattraper Crâne Rouge avant que l'avion ne quitte définitivement le sol. Durant un bref instant où le temps sembla s'arrêter, Steven et Margaret échangèrent leur premier baiser, puis le héros parvint à monter à bord du Valkyrie. Après diverses confrontations contre des soldats d'Hydra, Captain America arriva dans le cockpit du vaisseau où se trouvait le Tesseract et Crâne Rouge l'attaqua par derrière. Un combat s'engagea entre les deux hommes, amenant le cube cosmique à tomber au sol. Dans un élan de folie, le leader d'Hydra s'empara du Tesseract, espérant prendre l'avantage sur son ennemi.
capitaine se mit alors aux commandes de l'avion et tenta de le dévier de sa trajectoire, mais les commandes ne répondaient plus. Steve utilisa alors l'interphone du vaisseau et appela le QG d'Hydra, maintenant aux mains de la SSR. C'est Jim Morita qui répondit à l'appel, mais Peggy prit sa place, et Steve lui annonça que le seul moyen d'arrêter le Valkyrie, c'était de le cracher dans l'océan, obligeant le jeune homme à se sacrifier. Peggy, Je suis là. Il faudra reporter notre soirée dansante. Très bien. À samedi en 8, alors, au Star Club. D'accord. À 8h tapante. Surtout ne soyez pas en retard. Compris. Oui, mais je ne sais toujours pas danser. Soyez là à l'heure. Je vous apprendrai. On pourra peut-être leur demander un slow. Je voudrais pas vous marcher sur le... Steve. 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 Après le crash, Captain America était présumé mort, laissant la nation américaine dans les larmes et le deuil. Howard Stark tenta de retrouver le corps de Steve, mais malgré son échec, il parvint tout de même à retrouver le Tesseract au fond de l'océan, qu'il remit à la SSR. À partir de 1945, un feuilleton radiophonique intitulé The Captain America Adventure Program vit le jour, mais malgré sa popularité, celui-ci n'était pas apprécié de Peggy Carter, notamment car son rôle avait été réduit au cliché de la femme en détresse. Howard Stark, de son côté, avait précieusement gardé un échantillon du sang de Steve, espérant recréer le sérum de super soldat, considérant Captain America comme son ami et aussi comme l'une de ses meilleures créations. L'agent Carter finit cependant par confisquer l'échantillon à Howard pour ensuite déverser le contenu de la fiole dans l'eau au-dessus du pont de Brooklyn. Au fil des décennies qui suivirent sa disparition, Captain America devint l'icône même du super-héros et ses exploits contre Hydra pendant la Seconde Guerre mondiale furent enseignés dans le monde entier. En même temps, l'organisation de la SSR, maintenant aux mains du colonel Chester Phillips, de Peggy Carter et de Howard Stark, muta pour devenir la stratégie, habileté, intervention, exécution et logistique défensive, le SHIELD. En 2010, 65 ans après le crash du Valkyrie, une équipe du SHIELD dirigée par Nick Fury, le directeur actuel de l'organisation, fut envoyée pour retrouver le corps de Captain America. C'est seulement en 2011 qu'ils finirent par le retrouver et ils découvrirent avec stupeur que Rogers était encore en vie, conservé pendant 66 ans dans la glace. Il fut alors escorté à New York où on le décongela, puis il fut placé dans une chambre d'hôpital dans l'ambiance des années 40 pour ne pas brusquer le jeune homme à son réveil. Lorsqu'il se réveilla enfin, il comprit très vite que quelque chose clochait, car la radio en marche à côté de lui diffusait un match auquel il avait assisté physiquement. Une agente du SHIELD entra alors dans la chambre, et Steve demanda où il se trouvait et en quelle année il était, voyant bien que celle-ci jouait un rôle. Rogers effraya alors l'agente qui appela du renfort en le voyant s'échapper. Arrivant enfin dehors, il découvrit avec effroi à quel point Times Square avait changé, mais c'est alors que plusieurs véhicules du SHIELD le rattrapèrent et l'encerclèrent. Nick Fury sortit de l'un des véhicules, vint à Rogers et lui informa qu'il avait dormi pendant presque 70 ans. Steve se rendit alors compte que la plupart de son entourage était sûrement mort, et il pensa alors à Peggy en disant à Fury qu'il avait un rendez-vous. Au cours des semaines suivantes, Steve tenta de retrouver ses marques dans un nouveau monde qu'il ne connaissait pas, et passa la première partie de son retour dans un chalet conçu pour le SHIELD par un scientifique de renom, un certain Bruce Banner. En 2012, il emménagea dans un appartement à New York et fit des recherches sur ses anciens camarades. En examinant le fichier de Peggy, il découvrit alors que cette dernière était toujours en vie et qu'elle avait un numéro sur lequel il pouvait la contacter. Hésitant quelques instants, il renonça finalement à l'appeler, craignant que le choc soit trop fort après des décennies passées à penser que Steve était mort.
Plus tard, le jeune homme se rendit à la terrasse d'un restaurant se trouvant en face de la tour Stark. Alors qu'il dessinait le paysage, une serveuse lui demanda s'il était là dans l'espoir de voir Tony Stark voler dans son armure d'Iron Man, mais il répondit par la négative. Un vieil homme qui était assis là l'encouragea alors à inviter la serveuse, mais le jeune homme préféra se rendre à un gymnase. Là-bas, alors qu'il s'entraînait, il se remémora douloureusement son passé, à tel point qu'il en pulvérisa le punching ball. C'est alors que débarqua Fury, expliquant qu'il était venu à lui pour lui confier une mission, celle de sauver le monde contre Loki, demi-frère du dieu Thor, qui s'était emparé du Tesseract et qui comptait s'en servir pour dominer la Terre. Peu réjoui d'apprendre que le Tesseract avait été repêché, et après avoir un peu discuté avec le directeur du Shield, Steve lança que le Tesseract aurait dû rester au fond de l'océan avant de partir se changer. Plus tard, en route pour l'un des héliporteurs du Shield, dans un Quinjet, l'agent Phil Coulson débriefa notre héros sur le projet initiative des Avengers, consistant à réunir des personnes aux capacités extraordinaires pour défendre la Terre. Un membre du projet, un certain Bruce Banner, intrigua alors Steve, et Coulson lui expliqua l'incident vécu par le scientifique lorsque ce dernier avait tenté de recréer le sérum du super soldat. Je suis vraiment très honoré de vous connaître, officiellement. Je vous avais déjà vu, enfin, je vous avais regardé pendant que vous dormiez. J'étais près de vous, j'étais présent quand vous étiez inconscient, à cause de la glace. Non, franchement, c'est vraiment un immense honneur de vous avoir à bord, c'est... J'espère être l'homme de la situation. Oh, vous l'êtes, absolument. On a apporté quelques modifications à votre uniforme. Je dois dire que j'y ai contribué. Mon uniforme? La bannière étoilée, c'est pas... un peu démodé? Quand on voit tout ce qui se passe, et tout ce qu'on va bientôt dévoiler, il me semble que les gens ont besoin d'une dose de nostalgie. Une fois arrivé sur l'héliporteur, Steve fut présenté à Natasha Romanoff, alias Black Widow, ainsi qu'à Banner, qui exprima sa stupéfaction de le savoir en vie. Après quelques échanges, les trois entrèrent à l'intérieur du bâtiment, et les deux hommes furent emmenés à la salle de contrôle où se trouvait Fury. Un peu plus tard, Coulson demanda timidement à Steve de signer ses cartes collector vintage de Captain America, requête à laquelle il accéda sans problème, au grand bonheur de l'agent. Une fois Loki localisé en Allemagne, le Shield se rendit sur les lieux pour sauver les civils pris en otage par le dieu de la malice. Steve enfila son costume de Captain America et fut envoyé sur le terrain pour se battre contre Loki. Alors qu'un vieil homme refusa de s'agenouiller face au dieu, et étant sur le point de se faire exécuter, le Captain intervint en interceptant l'attaque de Loki avec son bouclier. Après de brefs échanges entre le héros et le bad guy, Black Widow débarqua à son tour à bord d'un Quinjet dans le dos de Loki et lui somma de se rendre. Un combat s'enchaîna alors jusqu'à l'arrivée d'Iron Man, qui poussa leur adversaire à se rendre. Captain America récupéra alors son bouclier perdu pendant le combat et salua Tony Stark. Sur le chemin du retour, notre héros fit part de ses interrogations quant à la reddition de Loki, mais Stark se moqua de lui. Alors que la tension monta légèrement entre les deux hommes, ils furent interrompus par des éclairs soudains. Qu'est-ce qu'il y a? Peur de quelques éclairs? J'avoue que je ne raffole pas de ce qu'ils annoncent. À quoi vous jouez? Comme si ça ne suffisait pas. Encore un Asgardien? C'est un de nos alliés! Peu importe. S'il libère Loki ou s'il le tue, le Tesseract est perdu. Stark! Il nous faut un plan d'attaque! J'ai un plan. On attaque. Le Captain se lança lui aussi dans le vide, malgré les mises en garde de Black Widow, et atterrit dans une zone forestière où Thor et Iron Man s'affrontaient pour la capture de Loki. Se sentant provoqué, Thor se jeta sur Captain America pour frapper son bouclier avec Mjolnir, son marteau divin. Le bouclier absorba l'impact et créa une onde de choc massive qui projeta les trois héros. Ils se levèrent et constatèrent les dégâts causés par leur affrontement, puis acceptèrent d'arrêter de se battre pour ensuite ramener Loki sur l'héliporteur. Ce dernier fut donc emprisonné dans une cage en verre conçue pour résister à Hulk, puis après quelques échanges entre lui et Fury, Thor révéla que Loki avait en sa possession une armée de Chitauri qu'il comptait utiliser pour asservir la Terre.
Alors que le groupe essaya de comprendre pourquoi Loki s'était laissé capturer, Stark expliqua que le dieu de la malice avait besoin d'un scientifique nommé Erik Selvig pour se servir du Tesseract et permettre aux Chitauri d'envahir la Terre. Un peu plus tard, alors que Stark et Banner étudièrent le sceptre de Loki récupéré après la capture de ce dernier, Tony fit part de ses soupçons sur Fury et le Shield et révéla qu'il était en train de pirater l'héliporteur pour comprendre ce qu'on leur cachait. Steve se méprit et accusa Stark de ne pas vouloir se concentrer sur Loki, ce que Tony réfuta. Doutant de la théorie du milliardaire, notre héros s'en alla fouiller l'héliporteur jusqu'à tomber sur un coffre contenant les armes et la technologie d'Hydra utilisées par Crâne Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune homme ne mit alors pas longtemps à comprendre que le Shield comptait recréer des armes en exploitant l'énergie du Tesseract comme l'avait fait Hydra par le passé. Il revint alors vers Fury pour confronter ce dernier à ses trouvailles et une dispute éclata entre tous les héros. Inconsciemment, Banner empoigna alors le sceptre et commença à s'énerver jusqu'à ce que Steve lui demande de poser l'arme qu'il avait en main. Ils furent ensuite interrompus par une notification indiquant la localisation du Tesseract, puis l'une des hélices de l'héliporteur se mit à exploser à cause d'une des flèches de l'agent Barton, alias Hawkeye, dont Loki avait pris le contrôle au moment où il s'était emparé du cube. Steve et Tony mirent leurs différends de côté et partirent en direction de la turbine détruite pour empêcher le crash du vaisseau, tandis que l'agent Barton et d'autres agents contrôlés mentalement abordaient l'héliporteur. Après quelques altercations et la turbine réparée, Hawkeye et les agents ennemis furent neutralisés et tous apprirent que Thor et Hulk avaient été jetés du vaisseau et que Loki s'était échappé après avoir violemment assassiné l'agent Coulson. C'était dans la veste de Phil Coulson. Il n'a pas trouvé le temps de vous les faire signer. Nous ne sommes plus rien ici. Ni communication, ni coordonnées du cube. Ni Banner. Ni Thor. Je n'ai plus rien pour vous. J'ai perdu mon seul œil valide. Il y avait un projet. Stark est au courant. Le projet Initiative des Avengers. Ça consistait à rassembler un jour un groupe de personnes hors du commun. Pour voir s'il pourrait faire encore mieux. Pour voir s'il pourrait faire équipe à notre demande, afin de livrer des batailles qu'on ne pourrait remporter seul. Phil Coulson est mort sans jamais cesser de croire à cette idée. Désolé. Ça avait l'air d'être un type bien. Il a eu tort. De quoi? De croire en nous? D'affronter Loki à lui seul. Il faisait son boulot. Il était dépassé. Il aurait dû attendre. Il aurait dû... Parfois, il n'y a pas d'issue, Tony. J'ai déjà entendu ça. C'est la première fois que vous perdez un soldat? Nous ne sommes pas des soldats. Je ne réponds pas au coup de sifflet de Fury. Moi non plus. Il a sur les mains autant de sang que Loki. Mais on s'en occupera plus tard. On a un travail à terminer. Essayant de se recentrer sur la mission, Tony ne tarda pas à comprendre que Loki comptait se servir de la tour Stark pour alimenter le Tesseract et ouvrir un portail dimensionnel. La mort de Coulson devint alors un moteur de motivation pour pousser les héros à se battre ensemble, et c'est ainsi que naquit l'équipe des Avengers, dont Captain America prit le leadership. Alors que Tony bidouilla en vitesse son armure, Captain America, Black Widow et Hawkeye se réunirent, prirent le contrôle d'un Quinjet avant de s'envoler vers New York. Iron Man, quant à lui, arriva en avance à la tour Stark pour confronter Loki, puis le Tesseract s'activa, laissant apparaître l'armée des Chitauri, tandis que Thor revint également, suivi du Quinjet. La bataille de New York avait débuté. Faut des hommes dans ces bâtiments. Il y a plein de monde dedans. Ils vont se précipiter vers la ligne de feu. Évacuez-les par le métro ou le sous-sol, mais je ne veux pas les voir dans les rues. Laissez-moi un périmètre jusqu'au bout de la 39e rue. Pourquoi je devrais obéir à vos ordres? Je veux des hommes dans ces bâtiments et je veux pas voir de civils dans les rues. Établissez-moi un périmètre jusqu'à la 39e rue. Captain America se mit alors à combattre les Chitauri jusqu'à se réunir avec Hawkeye et Black Widow. Ils furent ensuite rejoints par Thor, qui leur informa que le Tesseract ne pouvait être endommagé, et le Capitaine dit à l'équipe de se concentrer sur l'armée chitorienne. Bruce Banner débarqua alors en moto, et Iron Man amena un Léviathan Chitauri sur eux. Captain demanda alors à Banner de s'énerver, et le scientifique lui répondit que son secret était là et qu'il était constamment en colère. Il se transforma donc en Hulk et stoppa net le Léviathan, puis Iron Man acheva la créature à coups de missile.
Tous les Avengers furent maintenant réunis et Captain America leur donna à chacun une mission afin de venir à bout de l'armée des Chitauri. Alors que Black Widow était parti pour chercher le sceptre de Loki et refermer le portail créé par le Tesseract, notre héros libéra des otages civils dans une banque et neutralisa quelques ennemis avant d'être expulsé d'une fenêtre et de revenir au sol. Après s'être péniblement relevé, il s'associa rapidement à Thor pour éliminer plusieurs vagues d'extraterrestres et fut blessé par une lance ennemie, mais n'abandonna pas le combat pour autant. C'est alors que le Conseil de sécurité mondiale, l'instance dirigeant le SHIELD, ordonna le lancement d'une bombe nucléaire sur New York pour arrêter les Chitauri, et ce, malgré les pertes que cela pourrait causer. Cependant, Nick Fury alerta immédiatement Iron Man de l'arrivée du missile, et ce dernier se lança à la poursuite du projectile. Black Widow prévint l'équipe qu'elle pouvait utiliser le sceptre pour fermer le portail du Tesseract, mais Iron Man demanda au Capitaine de ne pas donner l'ordre, car il comptait envoyer la tête nucléaire au travers du portail spatial. Il réussit avec succès, ce qui causa la destruction du vaisseau mère des Chitauri et la mort des soldats extraterrestres. Ne voyant pas Iron Man revenir, Captain America ordonna la fermeture du portail, et juste avant sa fermeture, Iron Man en sortit, inconscient, chutant droit vers le sol, mais Hulk le rattrapa, puis, une fois au sol, le réveilla. Le Capitaine dit alors à Iron Man que la bataille avait été remportée, puis toute l'équipe monta en haut de la tour Stark pour appréhender Loki. Une fois ce dernier remis temporairement au SHIELD, les Avengers se rendirent tous au Shawarma Palace pour fêter leur victoire, et War Machine, l'un des amis d'Iron Man, débarqua dans le restaurant, mais bien trop tard pour les aider puisque la bataille était déjà achevée. Le lendemain, ils se rendirent tous à Central Park, et Steve eut la charge de surveiller de près le transport du Tesseract pendant le trajet. Une fois arrivé, l'équipe se sépara après que Thor soit reparti chez lui à Asgard avec le Tesseract et Loki enchaînés et muselés. Après une poignée de main avec Tony Stark, notre héros rentra alors chez lui, mais ne tarda pas à être réquisitionné par Fury pour être embauché comme agent du SHIELD afin qu'il puisse continuer à servir son pays. Il déménagea donc à Washington et durant sa formation au SHIELD, il fut initié au parcours et aux formes d'arts martiaux modernes pour devenir encore plus efficace sur le terrain. Et la vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si mes autres vidéos vous plaisent. Si vous voulez soutenir mon travail et participer à l'évolution de la chaîne, vous pouvez vous rendre sur ma page Utip et lâcher un don du montant que vous souhaitez, et vous pouvez vous rendre sur mes réseaux sociaux pour vous tenir au courant des actualités de mes chaînes principales et secondaires. Enfin, vous pouvez rejoindre le serveur Discord Super Heroes tenu par le poteau Jordan Universe si vous voulez venir discuter avec moi ainsi que d'autres youtubeurs sympathiques, tout est dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!